Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Recep Tayyip Erdogan. Rarement un personnage n'aura été aussi controversé en Turquie. Pour certains, c'est un islamiste et un dictateur en puissance. Pour d'autres, c'est le grand dirigeant ayant sauvé le pays de la ruine. Mais qu'en est-il vraiment? Qui faut-il croire? Arrestation arbitraire, bâillonnement de la presse, miracle économique, stabilité, coup d'État. Que se passe-t-il vraiment en Turquie? Doit-on réellement diaboliser Erdogan? Son pays est-il encore une démocratie? Patern Actu, on oublie ses certitudes et on essaie de comprendre chaque point de vue. C'est parti. Pour comprendre la situation actuelle, il faut faire un grand bond en arrière et remonter au moins jusqu'à la chute de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1918, les nations victorieuses de la Grande Guerre vont vouloir casser le pouvoir et l'influence des Ottomans, en leur imposant un traité très sévère qui va partitionner l'ex-empire en une multitude de régions autonomes. C'est le traité de Sèvres en 1920. La peur des vaincus de devenir une vulgaire colonie occidentale, après avoir été un immense empire, va pousser un militaire, Mustafa Kemal, à prendre les armes et à affronter les puissances européennes pour récupérer d'anciens territoires et obtenir un armistice moins humiliant. Et en 1923, c'est la victoire. Le traité de Sèvres est rendu caduc et un autre traité moins contraignant est signé. C'est celui de Lausanne. Érigé en héros, Mustafa Kemal va prendre le nom d'Atatürk, qui signifie « père des Turcs », et encore aujourd'hui, en Turquie, on lui voue un énorme culte. Néanmoins, le traité de Lausanne n'est pas parfait. Il va conduire à d'importantes migrations de population entre Grecs et Turcs, mais surtout, il ne prévoit plus la création de l'État indépendant du Kurdistan, ce qui se posera pas mal de problèmes dans le futur. Quoi qu'il en soit, en 1923, alors qu'il obtient le pouvoir, Mustafa Kemal Atatürk va lancer ce qu'on appellera la révolution kémaliste. C'est à cette époque qu'on pose les fondations de l'État turc, laïque et occidentalisé. Concrètement, on écrit une constitution où le principe de laïcité est fondamental. L'alphabet devient latin et plus arabe, l'armée devient relativement autonome et devient la garante de la constitution, et donc indirectement de la laïcité. On crée des écoles républicaines, on force les gens à s'habiller comme les occidentaux, on bannit l'art ottoman, les prières sont en turc, et ainsi de suite. C'est un changement drastique qui oppose d'un côté la nouvelle Turquie d'Atatürk, très moderne, et l'ancienne Turquie ottomane, beaucoup plus traditionnelle. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, ce changement s'est parfois fait dans la force, on ne peut le nier. Mais il faut vraiment comprendre que la Turquie s'est construite tiraillée entre une nouvelle bourgeoisie des grandes villes de l'Ouest, pro-occidentale, pro-kémaliste, souhaitant la modernité et la laïcité, et une population majoritaire, plus pauvre, plus rurale, très attachée à la religion, très conservatrice et voulant garder ses traditions. La cassure a été ultra rapide, et à chaque fois qu'un gouvernement remettait en question la laïcité ou la constitution, l'armée intervenait pour protéger l'héritage d'Atatürk. C'est la période des coups d'État que l'on va voir maintenant. En 1950, les premières élections totalement libres vont porter au pouvoir Menderes. Il a une politique très sociale, destinée à aider les plus démunis et est donc très apprécié du petit peuple. Mais il finira par restreindre les libertés de la presse en arrêtant des journalistes trop contestataires et prendra un virage pro-islamique, menaçant de rétablir le califat. En 1960, c'en est trop. L'armée intervient et le pend pour haute trahison et violation de la Constitution. En 1971, l'instabilité est palpable en Turquie. On est en pleine crise économique, politique et sécuritaire. En plus d'un conflit latent avec une gauche révolutionnaire, un nouveau parti pro-islamique et anti-laïque, nommé Ordre National, voit le jour, et devient tellement important qu'il rend le pays indirigeable pour le gouvernement en place. L'armée intervient et tente de rétablir la stabilité en installant au pouvoir un parti républicain avec des mesures controversées. En 1980, c'est toujours la crise. On parle même d'une guerre civile en puissance qui se trame. Le terrorisme, les assassinats, la montée des partis islamiques et de l'insécurité poussent l'armée à poser un ultimatum. Le général Evren avait même déclaré « Si vous n'arrêtez pas l'anarchie, nous le ferons ». Et c'est chose faite en 1980. L'armée va instaurer une junte militaire au pouvoir pendant 3 ans, avec arrestation arbitraire, torture, suppression de tous les partis politiques, mais stabilité. Et pour finir, en 1997, une fois encore, un parti pro-islamique, le RP, va être porté au pouvoir par les classes populaires très religieuses. Le leader de ce parti, Erbakan, va essayer de faire passer des lois favorisant le petit peuple. Mais encore une fois, certains de ses membres se disent favorables à la restauration de la charia. Son parti tient des discours islamiques très forts et le mot est faible.
à tel point que l'armée va intervenir, faire une purge chez les sympathisants islamiques, chez les confréries religieuses et forcer Erbakan à signer des documents pour lutter contre l'intégrisme musulman. Au passage, il sera emprisonné quelques années plus tard pour incitation à la haine raciale et religieuse. Donc en conclusion, on voit que ça fait près de 100 ans que la Turquie est écartelée entre l'armée, garante de la Constitution, avec sa vision kémaliste de la Turquie, et l'opposition, très conservatrice et religieuse qu'on ne cesse de renverser. Alors, nous, occidentaux, on se rangerait plus facilement du côté de l'armée, car ils défendent des valeurs que nous chérissons, modernité, laïcité, libéralisme, mais si on prend un peu de recul, c'est le peuple qui par ses élections choisit constamment de vouloir vivre dans un pays religieux et traditionnel. C'est le peuple qui à chaque fois élit les partis pro-islamiques au pouvoir. Et dernièrement, c'est le peuple qui a choisi en majorité de donner des pouvoirs très renforcés à Erdogan. À première vue, ça pourrait paraître antidémocratique que de vouloir instaurer une république laïque à tout prix. La question que je vous pose, elle est limite philosophique, et chacun aura sa réponse. C'est, doit-on toujours respecter la volonté du peuple ? Ou peut-on, comme le fait l'armée, aller contre sa volonté si on considère que c'est pour son bien ? Le peuple a-t-il toujours raison ? Il n'y a pas de réponse simple, c'est à vous de juger. De toute façon, le dernier coup d'état va mettre sous les barreaux un disciple d'Erbakan qui va jouer un rôle majeur dans la politique turque du XXIe siècle. J'ai nommé Recep Tayyip Erdogan. Erdogan lance durablement sa carrière politique en 1994, sous l'étiquette du parti pro-islamique RP, celui d'Erbakan que l'on a vu un peu plus tôt. Grâce au soutien des classes populaires, il va être élu maire d'Istanbul, une ville qui normalement se voulait plutôt kémaliste au départ. Quoi qu'il en soit, il va être un très bon maire. Il rendra l'eau de la ville courante et potable, il optimisera le processus de collecte d'ordures, il luttera au maximum contre la corruption ou encore assurera le respect des finances. Durant la purge anti-islamique de 1997, il n'est cependant pas épargné et ira 4 mois en prison alors même qu'il était très apprécié par la majorité des Stambouliotes. L'armée devait se débarrasser d'un islamiste si populaire. Je pense que vous pouvez dès lors imaginer qu'Erdogan gardera une certaine rancœur contre les militaires. Néanmoins, il ne se démonte pas et va, une fois sorti de prison, fonder un nouveau parti politique, l'AKP. Traditionnel, pro-islamique et pourtant pro-occidental aussi, avec une ligne directrice, faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne. Au départ, ce n'est pas la religion le plus important, c'est le développement économique, la justice et l'adhésion à l'UE, ce qui va plaire à une grosse partie de la population, traditionnelle et moderniste inclus. En 2002, il gagne les élections avec une majorité absolue, notamment grâce à son alliance avec la confrérie Gülen. Alors petite explication, des confréries religieuses comme celle de Gülen, ça n'existe pas en Europe. En gros, c'est une communauté qui a un poids énorme sur la société, qui dispose d'un réseau de millions de personnes, d'écoles, de magistrats, de médecins, de politiques, de médias, et qui a donc une influence énorme en Turquie. Fethullah Gülen, le chef de cette confrérie, vit en exil aux États-Unis depuis la purge anti-religieuse de 1997. Et tout comme Erdogan, il voudrait desserrer l'étau de la laïcité. Donc ayant un intérêt commun, ils se sont alliés au départ. Enfin passons. Le premier chantier d'Erdogan quand il arrive au pouvoir était purement économique. Alors qu'il devient Premier ministre, plusieurs banques sont en train de faire faillite depuis la crise monétaire de 2001. Et il va, grâce à une série de réformes initiées, ce qu'on appellera le miracle économique turc. Je vais le dire parce qu'on a beaucoup tendance à souligner les échecs des institutions financières et pas leur succès. On pense à la Grèce pendant la crise, au Venezuela des années 80, mais c'est sous les conseils du FMI et avec l'aide de l'Europe que l'État turc s'est désendetté avec une cure d'austérité, ce qui lui a permis de rebondir sur une croissance durable. L'inflation a été contenue, la croissance a été continue et les investissements étrangers ont décollé. Erdogan a ainsi pu lancer sa politique des grandes constructions, des infrastructures gigantesques comme des mosquées, des ponts, des immeubles, des centres commerciaux vont sortir de terre. Donc économiquement parlant, même si aujourd'hui ça stagne un peu, notamment à cause du secteur du tourisme en déclin, guerre et instabilité obligent, Erdogan c'est plutôt une réussite. Son deuxième chantier, l'adhésion à l'UE va être un échec. Les nations occidentales refusent la Turquie pour plusieurs raisons, notamment les différences de culture, la non-reconnaissance du génocide arménien et le poids qu'elle aurait eu en Europe. Car on calcule le nombre de voix d'un pays en fonction de sa population, et avec une population de près de 80 millions d'habitants, elle serait devenue la deuxième puissance européenne.
Ensuite, Erdogan voulait-il vraiment rentrer dans l'UE ou est-ce qu'il a juste utilisé ce prétexte pour gratter des voix chez les modernistes? C'est une question que l'on continue de se poser aujourd'hui. Chacun aura son opinion. Et pour finir, son dernier chantier, un peu moins avouable, était de faire perdre de son pouvoir à l'armée, pour éviter de se retrouver en face d'un nouveau coup d'État. Après un premier ultimatum militaire juste avant les élections de 2007, débutera l'affaire Ergenekon. L'armée commençait en effet à se méfier d'Erdogan, et celui-ci va les accuser de conspiration contre l'État. Utilisant les magistrats de la confrérie Gülen, des centaines d'officiers de l'armée vont être arrêtés et condamnés dans des procès que l'on soupçonne fortement d'être truqués. Mais grâce à l'affaire Ergenekon, Erdogan a les mains libres. L'armée est durement affaiblie, n'a plus ses cadres pro-kémalistes et ne peut plus s'opposer à lui. En Turquie, il y a eu un avant et un après Ergenekon. Après avoir fait son ménage, on sent un changement dans la politique d'Erdogan qui se radicalise. Le peuple a confiance en lui grâce à son miracle économique et c'est à partir de ce moment que débutent ses dérives autoritaires et qu'il commence à faire passer des lois pour son électorat conservateur, comme l'autorisation du voile à l'université. À partir de 2007, Erdogan supporte mal la critique. Il commence à réprimer l'opposition, ça atteindra son paroxysme lors de l'évacuation plutôt musclée du parc de Gezi en 2013. Alors certes, il y avait des manifestants violents, mais il n'a pas vraiment cherché à dialoguer. Ensuite, un fait notable, c'est la fracture qui se crée entre Gülen et Erdogan. Pour faire simple, Erdogan maintenant au pouvoir n'a plus besoin de la confrérie Gülen. Il va lancer une réforme contre ses écoles, et celui-ci, en représailles, va diffuser sur internet des documents compromettants accusant de corruption ses proches. Et ce sont les magistrats de Gülen, les mêmes qui ont jugé l'affaire Ergenekon, qui vont s'occuper du dossier. Erdogan crie au complot, bref, la guerre est déclarée entre les deux. Et en 2016, bien qu'affaiblie, l'armée va tenter un dernier baroud d'honneur pour protéger l'héritage d'Atatürk avec un coup d'État. Les soldats s'emparent de sites stratégiques et n'hésitent pas à ouvrir le feu sur des foules de civils sortis manifester à l'appel du président Erdogan. Des chars d'assaut, des hélicoptères, des avions de chasse, de nombreux soldats vont tenter d'occuper des points stratégiques et certains essaieront même de capturer Erdogan. Seulement, le peuple désapprouve ce coup d'État et le fait échouer en descendant massivement dans la rue. L'armée n'avait prévu aucun soutien politique et seulement 1,5% des effectifs se sont révoltés. Gülen est accusé d'être derrière tout ça et à partir de ce moment, Erdogan passe un autre cap dans l'autoritarisme. Les opposants sont arrêtés, les médias d'opposition fermés, les lois pro-islamiques se multiplient, les purges touchent une grande partie de la population et le dernier référendum qui vient de modifier profondément la constitution turque vient de donner encore plus de pouvoir au président. Après tout, Erdogan ne s'en est jamais caché. Dès 1996, il déclarait ouvertement, et je cite, « La démocratie, c'est comme un tramway. Une fois arrivé au terminus, on descend. » Et une démocratie, si tu ne peux pas donner une opinion différente de celle du régime en place, ben c'est plus une démocratie dans le sens occidental du terme. C'est vrai qu'en tant qu'occidentaux, on aimerait bien que tout le monde vive en démocratie, avec nos valeurs républicaines et laïques. Mais il faut aussi ouvrir les yeux. Une grande partie de la population turque est encore très traditionnelle, très religieuse, et se retrouve dans les valeurs que porte l'AKP d'Erdogan. Celui-ci représente l'homme fort qui a rendu stabilité et puissance à la Turquie. Il représente un État fort contre le terrorisme et l'insécurité. Et en 2017, 51% de la population a choisi de renforcer le pouvoir d'Erdogan, en étant pleinement consciente de ses atteintes à la démocratie et de ses dérives autoritaires. Le peuple a parlé et a choisi d'une courte tête Erdogan comme dirigeant légitime. Maintenant, il y a deux écoles. Ou vous pensez que la volonté du peuple doit être respectée, quelle qu'elle soit, c'est la démocratie pure et dure, ou vous pensez que le peuple peut se tromper, qu'il est justement en train de faire une connerie monumentale et qu'il faut l'en empêcher à tout prix. C'est à vous de choisir. En tout cas, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi le sujet de la Turquie divise tellement, pourquoi Erdogan n'est, tout comme Poutine, ni un ange, ni un démon. Et même si on n'a pas pu parler en profondeur des Kurdes, des migrants ou de la position turque sur l'État islamique, je voudrais remercier les nombreux participants qui ont donné leur avis sur la page Facebook. Ils se reconnaîtront. N'hésitez pas à donner votre avis sur la Turquie d'Erdogan en commentaire et à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si vous aimez cette façon de traiter les sujets géopolitiques et allez liker la page Facebook Paterne si vous vous reconnaissez dans l'ouverture d'esprit de la communauté Paterne Actu. Prochaine vidéo sur les médias, à très vite. Bye. Parfois je craque et je deviens insomniaque. Je sens l'envie d'arrêter le rap. Je gaspille toutes ces nuits à gratter sur des feuilles à 4. Je ressens ce que vivait Van Gogh. Je m'endors jamais sur mes deux oreilles.